Bonjour, bienvenue à cette série de webinaires Sky High. J'ai une confession à vous faire. Avant les vacances de Noël, j'avais des douleurs abdominales et en fait, mon médecin m'a prescrit un ultrason. Quelques jours plus tard, j'ai reçu les images et au lieu de m'inquiéter pendant une semaine avant que mon docteur fasse le diagnostic, eh bien, je me suis tournée vers ChatGPT qui m'a diagnostiqué avec une hernie. Et en fait, mon docteur a ensuite confirmé que c'était bien le cas. Et je suis sûre que je ne suis pas la première personne qui utilise justement l'intelligence artificielle pour se diagnostiquer. Donc, OpenAI vient d'annoncer en fait ChatGPT Health, donc une expérience consacrée à la santé parce qu'ils disent que 230 millions de personnes par semaine demandent à ChatGPT des questions portant sur leur santé. Et donc, on va justement parler de la manière dont l'intelligence artificielle est utilisée pour justement améliorer les systèmes de santé canadiens de manière sécuritaire. Et maintenant, j'aimerais aussi eh bien, souhaiter la bienvenue à nos participants, à plus de 1000 personnes qui sont avec nous en ligne, notamment des personnes de l'Université de Calgary, les autorités de santé de Saskatchewan, entre autres, etc. Donc voilà, certaines informations maintenant d'ordre pratique que j'aimerais vous transmettre. Tous les webinaires sont donc disponibles en anglais et en français. Et pour écouter justement l'épisode en français, il suffit de cliquer sur l'icône planète. Alors, il y a aussi des sous-titres qui sont disponibles en sélectionnant le bouton Montrer les sous-titres. Ce webinaire est donc enregistré et sera disponible sur la page Beyond the Numbers à kaihai.ca et vous allez pouvoir le consulter dans quelques jours. On voudrait que ce webinaire soit aussi interactif que possible. Il y a donc plusieurs façons de poser une question. Vous pouvez déjà avoir posé votre question lors de votre inscription. Vous pouvez aussi taper votre question dans le chat. Questions-réponses, on va lire vos questions. Vous pouvez aussi poser une question en direct. Donc, votre microphone a été automatiquement coupé aujourd'hui, mais si vous voulez poser une question en direct, il suffit de lever la main et ainsi on vous demandera d'activer votre microphone afin que vous puissiez poser votre question. C'est la façon la plus simple aussi et la plus sûre pour obtenir une réponse immédiate. Alors, avant de commencer, on aimerait faire une reconnaissance territoriale. Ottawa, c'est donc le territoire non cédé traditionnel des Algonquins. Le bureau de Toronto est situé sur les territoires traditionnels des Wendat, des Anishinaabe, des Haudenosaunee et aussi ce sont les territoires des peuples Mississauga et Credit. On reconnaît avec respect ces territoires traditionnels aussi des Kanien'kehá:ka, où nos bureaux de Montréal sont situés. À Victoria, on reconnaît aussi avec respect les territoires traditionnels des Songhees, des Esquimalt, des Wet'suwet'en aussi. Leur relation historique avec le territoire se poursuit jusqu'à nos jours. On reconnaît que ces territoires sont les territoires de nombreux peuples traditionnels et on aimerait bien sûr avoir l'opportunité de travailler plus étroitement ensemble. Alors, tout le monde est libre, bien sûr, de reconnaître le territoire à partir duquel vous vous joignez à nous, et ce, à votre manière. Avant de rencontrer nos panélistes, ça va être utile pour nous de savoir à quel point vous utilisez l'IA vous-même. Alors, prenez juste quelques instants pour répondre à cette question. Est-ce que vous utilisez l'IA à chaque jour, quelques fois par semaine, plusieurs fois par mois, ou je n'utilise pas du tout l'IA? Je vais demander à chaque panéliste de se présenter, de parler de ce qu'ils vont nous dire dans ce webinaire. Robert, je vais commencer avec toi. Merci, Kevin. J'utilise l'IA tous les jours. Ce n'est pas une surprise, que ce soit pour ma vie personnelle comme pour ma vie professionnelle. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Robert. Je suis directeur technique du service IA Sick Kids, donc des enfants malades à l'hôpital pour enfants malades de Toronto. Je fais partie aussi d'un groupe de recherche. Il s'agit donc d'un consortium de recherche et on essaie de prévoir ce qui va se passer avec les patients. Et en plus de cela, je suis cofondateur de 3Lead Analytics, qui est une start-up dans le domaine des données physiologiques. On commercialise en fait
des bébés qui ont été mis sur pied à Sick Kids et on essaye de révolutionner les soins de santé. On a un autre Kevin ici avec nous, Kevin Dick. Présente-toi, s'il te plaît. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Non seulement j'utilise l'IA tous les jours, je le développe aussi. Donc, en fait, je suis la personne qui s'occupe de l'IA. Je travaille à l'hôpital des enfants dans le centre de recherche de l'Ouest dans l'Ontario. Je suis doctorant. J'ai commencé mon doctorat en 2022. Avant ça, eh bien, j'ai développé tout simplement un intérêt par rapport à la manière dont justement l'intelligence artificielle peut, eh bien, nous aider à gérer toutes ces données. Et mon doctorat se concentre là-dessus, sur cet espace informatique. J'ai fait du travail de recherche aussi beaucoup. J'ai intégré ces données qu'on a au Canada et je suis très content de pouvoir parler de ces différentes applications et de la manière dont on peut utiliser l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Azra, directrice de Health AI chez Vector. Ma réponse à cette question, je travaille pour une institution de recherche, donc évidemment, j'utilise l'IA à tous les jours. Et donc, on a établi cette stratégie. On travaille avec l'industrie canadienne, les institutions publiques aussi pour pouvoir justement développer les compétences au niveau de l'IA dans mon portefeuille, dans le domaine de la santé. Et on veut stimuler l'adoption de l'IA dans les systèmes de santé. On travaille à cette fin avec plusieurs partenaires et on veut essayer de faire avancer les compétences de toutes les parties prenantes à travers le système de l'IA. Et je travaille aussi au niveau du développement de différentes solutions. L'IA doit être sûre et digne de confiance. Merci. En dernier lieu, et non le moindre, Elena, parlez-nous de vous. Bonjour à tous, ça fait plaisir d'être ici. J'espère que la tempête va me permettre de rester connecté. Alors, je vous appelle de Montréal. La question, à quel point j'utilise ou à quelle fréquence j'utilise l'IA? Ma réponse, c'est à tous les jours, que ce soit pour ma vie perso comme pour ma vie professionnelle. Je vous appelle aujourd'hui en portant plusieurs chapeaux, en fait. J'ai plusieurs profils. Je suis consultante pour le centre de design et aussi pour la gestion du changement, que ce soit des systèmes centrés sur les personnes, sur la technologie. Donc, de toute façon, tout tourne autour des gens, si on y pense bien. Et je porte aussi le chapeau de quelqu'un qui a de l'expérience avec le cancer et avec l'utilisation de l'IA pour justement naviguer à travers ces paysages. Merci, c'est fantastique. Vous êtes familier maintenant avec tout cela. On va voir à quel point on est familier tous avec l'IA. Alors, on a aidé 5000 personnes. Je pense maintenant, c'est ça, 5000 personnes connectées. C'est intéressant, ça. La moitié d'entre vous utilisent l'IA tous les jours. Il y a des gens qui l'utilisent quelques fois par semaine, d'autres personnes quelques fois par mois, et 50 personnes ne l'utilisent pas du tout. Donc, c'est assez intéressant de voir quand on pense où est-ce qu'on était il y a 6 mois, un an, etc., à quel point, eh bien, les 2 tiers des gens ici qui sont sur cet appel utilisent l'IA plusieurs fois par semaine. Donc, c'est quelque chose qui est en croissance. Juste rapidement, rebondir sur ce que vous avez dit. Je suis très content que vous soyez ici avec nous, non seulement parce que vos histoires sont fascinantes, parce que je vous ai entendu dire aussi tout à l'heure que la clé au succès de l'IA dans la santé, c'est l'implication des patients. Alors, au final, la technologie est presque terminée, mais ce n'est que le début et les patients doivent devenir, pardon, des co-créateurs. Tout à fait. Mon histoire commence, je dirais, parce que maintenant, en rétrospective, c'était en 2022, je pense. Pour comprendre mon histoire, il faut comprendre un petit peu comment je naviguais les symptômes du cancer. J'avais 36 ans. C'est en 2023. J'avais 2 enfants, 3 ans et 6 ans. J'étais consultante dans l'espace technologique. J'étais familière donc avec la technologie et j'aime la technologie, un petit peu comme Kevin l'a dit tantôt. J'aime comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer ce qu'on fait plus rapidement et les technologies qui ont de l'impact. Donc, j'étais fascinée lorsque l'IA a fait son apparition et ChatGPT est devenu disponible. Et à cause de mon travail, on l'utilisait aussi pas mal. Donc, c'était naturel pour moi finalement de tester ChatGPT, de jouer avec en fait, toujours dans un contexte de travail. Et si vous vous souvenez bien, au début, les gens l'utilisaient pour écrire des meilleurs emails, des meilleurs courriels, de nous aider à trouver peut-être de meilleurs synonymes, faire en sorte que ce qu'on écrivait soit un peu plus, semble plus stratégique ou peu importe, c'était aussi mon usage. Ensuite, en janvier, février, j'ai commencé à me sentir comme moi-même. Je me sentais fatiguée, j'étais pas moi-même comme d'habitude. Au lieu de chercher des choses sur Google, je me suis dit, j'ai cet outil et je me dis à quoi peut ressembler cette expérience
si je posais tout simplement la question qui était plus spécifique, dirigée vers la santé, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Donc, je ne savais pas trop comment poser la question. Je n'ai pas dit que c'était moi. J'ai dit, imaginons qu'on fait un jeu de rôle. Imagine, vous êtes un résident et que une patiente vient vous voir, une femme de 36 ans. Voici quelques contextes par rapport à la vie. Quels sont ses ressentis, qui étaient mes ressentis? Qu'est-ce que ce serait? C'était juste par pure curiosité. Je voulais pas ni confirmer ni infirmer une hypothèse. Et cela a mené au fait que, en fait, je remarque d'autres symptômes, des crampes menstruelles que j'avais pas auparavant, des gaz. Et je voulais juste mettre mes phrases d'une façon plus intelligente. Et à travers le chat, la conversation, eh bien, finalement, on va dire que ChatGPT a connecté les points entre eux et on ne sait pas que voici, c'est la grande ours, à moins que vous connectiez les points et que quelqu'un vous dise qu'il s'agit bel et bien de la grande ours. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Et donc, c'est important que le patient aussi puisse présenter les bons symptômes. Donc, quels sont les symptômes que je dois partager avec mon médecins ensemble parce que séparément, pris séparément, ces symptômes peuvent ne pas mener à ce diagnostic, alors que pris ensemble, ils peuvent mener à ce diagnostic. Donc, cela m'a mené finalement à quelque chose d'intéressant parce que, bon, c'est encore de l'IA et je ne cherchais même pas le cancer, j'étais juste curieuse par rapport à ce que ça pouvait être, ça, mes symptômes. Et là, j'ai demandé à poser la question à un être humain, mon cousin, qui est plus vieux que moi. J'ai dit, hey, tu sais, voilà ce que je ressens, je me sens, j'ai des gaz, je me sens gonflée, je me sens plus comme moi-même. Et sa réponse a été, ben, bienvenue à la trentaine, c'est normal, c'est maintenant comme ça que ça va être dans ta vie. C'est intéressant parce qu'à ce moment-là, j'avais en fait cette espèce de dialogue que j'avais avec cet outil IA et ensuite une conversation avec un être humain. Et je me disais, sans hésitation, ce qui s'est passé ici, c'est que ma cousine a parlé de son vécu, son expérience vécue, alors que j'avais cet outil qui était complètement objectif. Et c'était ce contraste qui était intéressant. Je me suis dit, bon, peut-être je devais prendre ça au sérieux. C'est peut-être rien, mais peut-être qu'il faut que je prenne ça au sérieux. Donc, le lendemain, je suis allée voir un docteur. On a fait des examens, etc. Et à travers ce parcours, j'ai utilisé, en fait, l'outil IA pour, on va dire, peut-être un partenaire de réflexion, comme j'aime à l'appeler, de me rappeler aussi que c'est pas de la magie, c'est pas une personne, il faut s'en rappeler, c'est juste une machine qui a appris beaucoup d'informations. C'est une machine qui aussi peut faire des erreurs. Donc, il faut garder cela à l'esprit. Il faut bien sûr être prudent, faire preuve de curiosité, mais savoir qu'on doit toujours demeurer maître de la situation. Entre le moment où j'ai eu le rendez-vous oncologique et le premier rendez-vous avec le médecin, eh bien là, c'était en fait les journées les plus stressantes pour moi. J'étais anxieuse, même si c'était juste une semaine ou deux, mais c'est juste le fait de ne pas savoir quoi faire. Et puis, votre vie est en suspens en quelque sorte. Vous ne savez pas quels sont vos symptômes, ou plutôt quel va être le diagnostic. Et c'est là où j'ai utilisé l'IA en tant qu'outil pour essayer d'analyser les résultats, de m'expliquer les résultats des scans. Bien sûr que je ne peux pas valider cela, mais sur la base de ce qu'on vient de dire, quelles sont les questions que je devrais poser à l'oncologue lorsque je veux le voir? Et donc, ça a servi finalement en tant qu'outil vers lequel je me suis retournée plusieurs fois. Par exemple, quels peuvent être les effets secondaires ou comment je vais dire à mes enfants que j'ai un cancer? Est-ce que je suis obligée de prononcer le mot cancer? Comment je vais dire ça à mon enfant de 6 ans, de dire, ah, ben, peut-être que maman va perdre tous ses cheveux, etc. Donc, ça m'a porté à réfléchir. Le travail que je faisais, le design, la conception centrée sur les humains, c'était pas du tout dans l'espace de la santé, mais je me suis dit, tiens, il faut que je trouve une manière de prendre cette méthodologie qu'on utilise d'ailleurs pour d'autres domaines, la fabrication d'automobiles, etc. Tout ce à quoi on peut penser est issu d'un processus, votre téléphone portable, etc. Comment peut-on, eh bien, transférer cette approche centrée sur l'humain dans les centres de soins de santé? Et alors là, il faut bien sûr garder en tête que c'est l'usager final qui doit être au centre. Et toutes les personnes ou toutes les entités qui interagissent dans le système, tous ceux qui sont en contact en quelque sorte avec le système, eh bien, doivent bien sûr être importants et on doit en tenir compte. Et c'est comme ça que je suis parvenue à une bonne conception. La conception initiale, c'était en fait sur une base, sur une déclaration. Quel est l'objectif de ce que je vais concevoir, avec quelle utilité et pour qui, pour quel public? Vous essayez finalement de transposer cette expérience humaine et l'améliorer pour une expérience humaine améliorée.
Si vous ne pouvez pas parler de cette expérience dans ce que vous concevez, ben vous allez rater vous avez raté le coche finalement. Et c'est le travail que je fais maintenant, c'est d'essayer en fait d'apporter cette vision du système basé sur l'humain et le plaidoyer. Si vous posez la question maintenant spécifiquement à quelqu'un, si vous êtes un patient, écrivez-moi un message si vous utilisez l'IA. Vous allez être bombardé parce que beaucoup de gens l'utilisent et on n'est juste pas à l'aise de partager ça parce qu'on ne veut pas être jugé. Mais il y a toute une communauté de patients qui utilisent l'IA avant même que les systèmes de santé décident de l'utiliser aussi. Donc voilà, je m'arrête là, je pense. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé cette histoire très personnelle. Je suis réconfortée parce que ça veut dire que moi aussi, j'ai une collègue qui cherche sur ChatGPT par rapport à ces questions de santé, tout comme moi-même. Alors, je vois des milliers de cœurs là qui flottent à l'écran. Ça fait plaisir à voir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont des questions à poser. Merci, Kevin. Oui, quelqu'un a commenté en disant qu'ils utilisent ChatGPT pour analyser les résultats de tests sanguins. Quelqu'un a une question? Ils veulent savoir quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui est sur le point d'aller à son rendez-vous médical et qui aimerait utiliser ChatGPT pour partager, je te dire, à confesser qu'ils ont utilisé l'IA. Non, utiliser l'IA pour dire quelles sont les questions que je peux poser à mon docteur. Alors, encore une fois, c'est à souvenir que c'est une machine qui a appris beaucoup de choses. C'est aussi une machine qui apprend et nous, on doit apprendre à y parler à cette machine. Donc, il faut retenir qu'on doit être ouvert et garder notre objectif en tête. Si votre objectif, c'est de trouver des bonnes questions à poser à votre docteur, il faut garder ça en tête ou alors confirmer si vous avez bien la maladie que vous pensez que vous avez. Donc, tout dépend aussi de ce que vous avez en tête avec votre objectif. Bien sûr, vous n'allez pas dire est-ce que c'est le cancer. Vous allez dire quelles peuvent être les causes possibles sous-jacentes qui sont probables, quelles sont les questions à poser aux médecins à la lumière de votre histoire médicale. Donc, vous voulez surtout essayer de trouver des bonnes questions à poser plutôt que de confirmer une hypothèse. C'est plus sûr parce que vous savez, ChatGPT essaie de vous plaire à tout prix. Donc, si vous faites des suggestions, ils vont aller dans votre sens. Oui, bon conseil. Et je vais être rapide. Avina, tu as fait un podcast qui a été posté il y a quelques jours. Si vous voulez en savoir plus par rapport à son histoire et comment elle travaille avec l'IA, il y a un code QR qui va être partagé à la fin de ce programme qui va vous connecter à cet épisode. Alors, quelques avantages de l'IA pour un patient. Robert, pourrais-tu nous parler comment SickKids utilise l'IA pour justement le bénéfice des enfants? Tout à fait. Je vais commencer par vous remercier de m'avoir invité. L'histoire des patients, en tant qu'ingénieur de logiciel, la raison qui m'a poussé à aller dans le secteur de la santé, c'était justement pour pouvoir créer ces histoires. Il n'y a pas d'autre secteur où vous pouvez voir aussi concrètement l'impact du travail que vous faites. Je me lève à tous les matins en disant, voilà, ça vaut la peine de me lever, c'est ça que je fais, je contribue à créer ces histoires. L'IA a cette capacité. Je vous salue tout le monde. Donc, je suis directeur technique de SickKids, du service intelligence artificielle de SickKids. Donc, nous, on est concentré sur le diagnostic plus rapide et sur le meilleur traitement. Ça, c'est notre vision pour 2020-2030. Et SickKids, justement, se focalise sur l'utilisation de l'IA. On n'est pas une organisation qui ne fait qu'utiliser l'IA pour l'utiliser dans des petites composantes par-ci par-là. Pour nous, l'IA, c'est une technologie qui va révolutionner la manière non seulement dont on fait les soins et qu'on fournit les soins aux patients, mais comment on opère aussi à travers toute l'organisation du système de santé. Donc, j'ai bien compris qu'il fallait adopter l'IA et le faire d'une façon responsable et sûre. Au mois de mars de l'année passée, dans le cadre de SickKids AI, on a donc créé ce programme qui va révolutionner les soins pédiatriques ainsi que la recherche avec une IA responsable. Le programme est constitué de 3 composantes. Tout d'abord, le service SickKids IA, dont je suis le directeur technique. On fait tout
à partir de la création de matériel, de littérature sur l'IA pour la famille, pour les effectifs. Mon équipe technique développe aussi des solutions IA pour des concepts qu'on peut déployer. On travaille aussi avec AI Innovators dans le cadre de notre institut de recherche pour pouvoir justement créer ces innovations fabuleuses et les opérationnaliser ensuite afin qu'ils puissent exercer un impact. La recherche qu'on fait est en mesure donc d'exercer un impact sur le patient. En plus de ça, nous avons l'aspect Sky Discovery. Donc, en fait, ici, c'est une constellation de chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle qui génèrent des connaissances fantastiques. Et tout cela fait partie du tissu de cette communauté IA. On essaie, en fait, eh bien, de renverser les barrières qui se trouvent entre chaque secteur. On veut que tout le monde soit rassemblé pour se concentrer sur la collaboration et sur justement les prochaines innovations. Et à travers Sky, eh bien, on va vraiment stimuler l'impact à travers tous les secteurs, non seulement la santé, mais aussi au niveau de la durabilité de l'IA, le développement des affaires, l'opérationnalisation de l'IA et au final, eh bien, l'organisation. Et donc ici, cela repose sur des bases, sur les effectifs, les familles et les patients. On implique les familles, bien sûr, les patients, particulièrement les effectifs à travers tout ce qu'on fait. Ils sont impliqués, la littératie IA à travers l'organisation, on continue à développer la technologie, les données, tout ça pour faire la mise à l'échelle et pour pouvoir justement de gérer les solutions qu'on a créées et qu'on déploie ça de la manière la plus appropriée possible pour garantir justement que, eh bien, ils auront l'impact qu'on veut qu'ils aient. Moi-même, comme je l'ai mentionné, je travaille pour le service SickKids IA. Derrière moi, bien sûr, qu'il y a une équipe fantastique, un comité fantastique, notre comité de gestion d'IA, y compris de leaders à travers notre organisation, qui, justement, eh bien, font état de nombreuses compétences qui participent à toutes les étapes du processus de développement et qui sont impliqués bien sûr, dans la création des politiques pour l'organisation autour de l'intelligence artificielle, on approuve aussi toutes les solutions IA qui vont impacter les soins de santé ou les opérations des hôpitaux. Comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a des personnes de tout profil et de tout âge. Tout le monde est tellement motivé, tout le monde est dévoué. Et ça veut dire qu'en fait, on fait des réunions à toutes les 2 semaines pour 2 heures à chaque fois. Donc, c'est tout qu'un engagement. On a déjà, on déploie déjà des solutions IA à travers toutes les facettes des soins hospitaliers, des opérations pour notre département urgence. Par exemple, il y a aussi une fonctionnalité pour prévoir les temps d'attente. Ça va aider lors du triage des patients. Et par exemple, on peut même commander des tests de manière préemptive pour justement profiter de ces temps d'attente. Du côté opérationnel, on a la possibilité de proposer aux effectifs d'interagir avec les patients sans être obligés de passer par un processus de courriel qui est lent. Un autre aspect qui est très cher à mon cœur, c'est par exemple la capacité de prévoir si l'état d'un patient va ou non se détériorer dans les prochaines minutes. Et tout cela se fait en temps réel avec des alertes. Donc, à travers tout l'hôpital, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui est utilisée. Et juste rapidement, ça, c'est une capture d'écran de l'environnement dans lequel je travaille. J'ai mentionné tout à l'heure dans ma présentation que je co-dirige un groupe de recherche et ici, on essaye de prévoir comment ça va se passer, notamment au niveau de tous ces appareils médicaux. Notre groupe est un groupe d'ingénieurs de système. On a mis sur pied une plateforme qui s'appelle Atrium DB, qui permet non seulement de capturer, par exemple, les diagnostics, mais prendre ces données et assez rapidement développer et déployer des solutions d'apprentissage machine. Cette plateforme, maintenant, est déployée dans 10 endroits internationaux du monde
sur de nombreux sites. Donc, l'innovation Sick Kids, c'est une innovation canadienne finalement et qui est maintenant en train de montrer tout son impact à travers le monde. Je suis extrêmement impressionné par tout ça. Wow! J'ai vu énormément de pouces levés, beaucoup de cœurs et beaucoup de questions aussi qui nous parviennent. J'aimerais... Ah, j'ai une main levée. Alors, les mains levées ont la priorité. Donc, je vais activer ce microphone. Ah, mais la main a disparu, là. Bon, ce que je vais faire, c'est que on va voir si on peut retrouver cette main levée. Bon, je vous donne la parole, Angela. Je sais que vous avez plusieurs questions. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en poser quelques-unes? Oui, bien sûr, Kevin. Désolé. Oui, une question spécifique. Quelles sont les activités de gouvernement que vous recommandez dans le cadre de l'IA? Les activités de gouvernance, pardon. Alors, ça, c'est toute une autre paire de manches, hein, je peux vous le dire. Je pourrais m'étaler là-dessus, hein, pour répondre à cette question. N'hésitez pas à me contacter pour avoir la réponse complète. Mais je peux dire pour l'instant qu'il y a un domaine particulier qui est la surveillance ou la supervision des solutions IA. Les solutions IA, c'est pas tout le monde qui s'en rend compte, mais en fait, ce sont des solutions qui sont soumises aux données et qui peuvent éventuellement changer. Pas beaucoup de gens se rendent compte que pour garantir qu'une solution IA est sécuritaire et travaille bien et fonctionne bien, il ne suffit pas de le tester seulement au début. Il faut en fait le tester constamment et le superviser constamment pour justement voir les évolutions au fur et à mesure. Donc, l'une des approches que nous avons adoptées chez Sick Kids, c'était justement de faire en fait un suivi continu sur ces données, vérifier la performance modèle et aussi d'examiner le côté humain de toutes ces choses. Est-ce que, par exemple, ce qu'on a mis en œuvre a l'impact désiré? Et donc, on rassemble toutes ces informations dans un lieu centralisé grâce à l'automatisation, parce que là, on parle d'une quantité énorme de données. Donc, ça peut être, par exemple, un tableau de bord qui va générer ces résultats. Bon, là, je tousse la surface hein, de votre question, mais j'espère pouvoir répondre plus longuement éventuellement. Alors, nous sommes environ à mi-chemin du webinaire. Alors, il y a d'autres questions qui s'en viennent, mais je voudrais passer la parole à Kevin en premier. Et juste une petite parenthèse sur comment nous nous sommes rencontrés. Lorsque nous étions rencontrés sur un autre projet, vous travaillez avec un autre projet. En fait, c'était dans le domaine de l'IA en lien avec les principes de l'autisme. Alors, je crois que tu travaillais sur un projet à ce niveau-là. Alors, oui, merveilleux. Merci de me donner l'opportunité de venir parler de ce projet. On parle de ce domaine, l'expertise. On essaie d'éduquer les personnes là, au niveau. Il y a tellement de domaines qui utilisent l'IA dorénavant. Alors, nous voulons essayer de prendre en considération dans le domaine et sur la santé avec spécifiquement là, dans le domaine de la jeunesse. Alors, il y a un peu une fusion de l'intérêt de ce domaine avec ce qui se passe dans le domaine. Alors, je vous ai présenté ici là, qu'est-ce qui se trame ici. Alors, un peu pourquoi est-ce que nous travaillons dans ce domaine, essayer de comprendre un peu le registre et le réseau pour les meilleurs résultats. Là, ici, nous essayons d'avoir un registre provincial pour les données sur la grossesse, les nouveau-nés, la santé infantile. Donc, on parle ici de la collecte d'informations vitales. Nous voulons améliorer les politiques de santé, assurer les soins de qualité équitables pour les familles. Donc, on parle ici des mères et des jeunes dans le futur. Et le point important ici, à titre d'organisation, on parle de plus de 1,9 million d'enregistrements liés pour toutes les grossesses en Ontario depuis 2012. Donc, ici, en ayant une plateforme éducationnelle en ligne, là, des logiciels, etc., il y a de plus en plus de bases de données pour l'IA qui viendraient nourrir l'IA ici, là. Donc, ça vient avoir un impact et ça crée des opportunités excellentes pour essayer d'avoir un peu le pouls sur qu'est-ce qui se passe dans le domaine là, à petite et grande échelle. Alors, en ayant, en fait, Born Ontario agit à titre, vient chapeauter un peu, prendre perspective de tout ce qui se passe là, en lien avec les jeunes, la jeunesse, les maladies infantiles, essayer de développer des systèmes localement, mais aussi opérer à l'international et à l'international.
Ici, donc, Born Ontario, là, ça vient vraiment jouer ce rôle-là. Et ça se passait en Ontario spécifiquement, mais dorénavant, ça vient même passer à d'autres jurisprudences, là, ou sous d'autres jurisprudences. Alors, je voulais aussi mentionner le lab éducationnel, là, lorsque nous appliquons de nouvelles méthodologies. Nous voulons aussi mentionner que nous sommes en recherche sur les fondements de l'IA embarqué, qui développe des méthodes d'IA et de nouvelle génération au niveau des populations et des algorithmes de dépistage. Nous avons bien sûr souvent besoin d'avoir accès à des fonds additionnels là, pour subventionner le tout de nos recherches, etc. Et je voulais mentionner ici l'idée derrière nos projets. Nous voulons vraiment s'assurer de pratiquer de manière éthique. Donc, dans ce sentiment de santé, de sécurité, avec la privatisation ou gardant en considération la vie privée de chacun des individus. Donc, nous avons le sentiment et le besoin d'agir en toute confiance avec nos clients et d'établir des barèmes pour nos systèmes qui viendraient par la suite servir et desservir la population en général à long terme pour l'entièreté d'une population. Alors, je suis excité pour tout ça. Et bien sûr, nous sommes dans le domaine de la santé et nous mettons une emphase sur le domaine canadien en lien avec l'IA, alors que nous continuons à les développer de manière responsable. Alors, en lien avec tout cela, il y a quelques projets que j'aimerais mettre en évidence. Le premier d'entre eux, ce serait un projet avec fin de remarquer là, des maladies peut-être un peu plus susceptibles de passer sous notre radar. Donc, une reconnaissance assez complexe. Là. Ici, nous voulons développer un système. Nous essayons de capturer alors qu'il y a des cas qui sont un peu plus difficiles à être détectés. Donc, au lieu de passer au travers le système de la santé qui serait dit réactif, mais d'avoir un peu une plus grande proactivité lors de nos échantillonnages ou même de nos méthodes de filtrage là, ou de reconnaissance. Alors, nos objectifs du programme de recherche, ce serait l'expansion de l'expertise et la capacité dans chacun des domaines d'intervention est essentielle. Donc, nous allons de l'avant et nous voulons vraiment agir à titre d'intervenant en temps et lieu. Et du côté tant professionnel, là, donc des docteurs et des infirmières, que des clients et des patients en tant que tels. Alors, nous avons le désir d'améliorer la modélisation des événements qui sont dits rares avec ces populations un peu plus moins bien desservies peut-être, mais aussi de développer un système d'apprentissage amélioré capable de fonctionner à l'échelle de la population. Donc, il y a différents modèles ici que nous avons euh, établis. Donc, nous essayons d'établir la confiance, la transparence dans les modèles d'IA, développer des avancées techniques multimodales. Nous n'avons pas toujours les réponses à toutes les questions, alors que c'est c'est un domaine qui est en émergence ici, mais nous essayons d'expliquer dans nos résultats, essayer de comprendre qu'est-ce que l'IA arrive à prédire, à prévenir. Alors, c'est un projet sur lequel nous travaillons pour détecter des anomalies. On parle d'anomalies rénales au niveau des images échographiques prénatales. Donc, au niveau de ces anomalies-là, nous voulons ajouter un peu une couche ou une prévisionnelle, là, essayer de comprendre un peu, d'avoir d'autres données pour avoir des réponses. Alors, nous construisons tout ça là, en amont de notre institut de recherche, là, de notre Research Lab. Donc, c'est un modèle qui nous permet d'essayer de comprendre comment les projets cheminent. Il y a une recollection aussi de différentes méthodologies de travail. Et le but de tout ça serait de déployer un peu les méthodes de recherche que nous utilisons. Là, voilà. Donc, il y a aussi un autre domaine ici. Là, les objectifs du programme de recherche, ce serait de mettre en place des méthodes d'IA rentables et respectueuses au niveau de la vie privée et tout ça, de l'intégrer, là, les infrastructures d'IA au sein de notre système présentement.
fait, nous essayons de développer ces systèmes, d'avoir des données pour pouvoir les répandre partout dans les organisations, dans différents contextes, essayer de centraliser ces informations. Et bien sûr, le partage de données, parfois, ça peut se complexifier la situation. Aussi, le but, bien entendu, ce serait de collecter le plus de données possible au niveau des principes de santé de la population et des patients, au niveau de la santé en général et de la trajectoire de chacun des patients pour que ce soit combiné par la suite à différents euh, modalités, que ce soit des informations qui proviendraient des ultrasons au niveau des ressources humaines aussi. Donc, encore une fois, il y a plusieurs variables au niveau la multimodalité là, des résultats et essayer de comprendre la représentation de l'information qui a été utilisée ici pour ces diagnostics spécifiques. Et pour avoir accès à ces informations-là, nous devons comprendre plusieurs critères, paramètres. Et le troisième pilier, nous voulons acheminer toutes ces informations ensemble et, et nous avons des clients au Canada, bien sûr, 1,7 million essayer de développer des points d'entrée de données là, pour essayer de développer ces modèles d'apprentissage qui sont relativement très impressionnants ici, là. Donc, bien sûr, ce sont des projets pilotes, encore une fois, et je vous partage tout ça, mais ça fait partie. En fait, j'en avais parlé même dans un podcast il y a quelques temps de cela, mais c'est un bon moyen pour nous d'élaborer, de présenter qu'est-ce qui est possible présentement et dans un futur approché, alors, et de le présenter au monde tout entier, là, voilà. Alors, la vision à long terme, je crois, c'est au niveau de la développer un cadre robuste pour l'apprentissage automatique multimodal qui serait fédéré avec des mécanismes intégrés, qui soient explicables et au niveau de la vie privée, sous toutes les juridictions, au niveau des bénéfices des patients, des professionnels de la santé et des chercheurs, tant que ce soit au niveau local que national. Et, et nous voulons faire en quasi continu ici. Donc, s'il y a des points clés à retenir au niveau des informations ici, le but, ce serait, deviendra vraiment donner aux patients et aux cliniciens là, les moyens d'agir et d'éclairer la prise de décision au niveau des points de soins pour fournir des renseignements factuels, opportuns, personnalisés directement aux patients et aux cliniciens. Et, au niveau des principes là, de la santé, alors que nous développons l'IA de manière responsable et éthique. Je crois que c'est un peu le mouvement, l'impetus que nous avons là, d'aller de l'avant ici. Nous avons les bons cadres, les bons barèmes pour s'assurer que tout ça soit fait de manière sécuritaire. Et alors que tout ça est fait localement, là, je crois que nous avons toujours, par exemple, une vision nationale et internationale avec le travail que nous effectuons présentement. Et nous avons la vision nationale. Il y a deux partenariats au niveau des principes de la santé. Et donc, ce sont des principes qui seront transférables et pourront être exploités dans plusieurs juridictions. Nous avons aussi du financement de base pour la recherche et le développement qui permettrait de traduire la recherche en impact concret sur la santé des patients. Donc, ici, ça nous permettrait peut-être avoir accès à un financement durable à long terme. Et maintenant, en lien avec l'IA, là, ça nous permettrait d'avoir des initiatives de recherche et de type, de faire en sorte d'améliorer la vie des patients là, au niveau de la privatisation des données. Ça serait vraiment incroyable et ça nous permettrait de compléter notre recherche ici. Donc, sur cette dernière note, ce dernier point, je voudrais mentionner les ressources et les références ici, le site web Born Ontario, il y a le cadre d'IA. Et vous pouvez aussi entrer en contact avec tous les autres membres du projet ici. Donc voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, merci, Kevin. Donc, parlant de chat, nous avons des questions dans la section du clavardage et nous allons amener dorénavant Azra qui aura des questions juste avant de passer à la séance questions-réponses. Donc, Azra, je crois que ton élément est clé pour cette discussion. On parle ici de Vector Institute qui travaille directement avec Kai-Hai, qui nous aide à diriger là, tout cela. Il travaille à un certain point en lien avec le domaine de la santé, là. Donc, quels seraient tes conseils que tu pourrais offrir à quelqu'un qui est dans l'audience aujourd'hui pour essayer de participer davantage, s'impliquer ici? Alors, c'est une très bonne question, Kevin. Merci.
Avant d'aller de l'avant, j'aimerais ça juste mentionner le fait que de passer en dernier, là, il y a beaucoup de bénéfices, mais il y a aussi son lot de défis, alors qu'il y avait des très bons porte-parole, Robert et Kevin. Merci beaucoup pour partager l'innovation de votre côté. Merci aussi pour votre partage en lien avec votre histoire ou ton histoire. Là, c'est très important pour nous d'entendre, de connaître l'expérience client. Alors, merci pour à mes collègues ici. Donc, en lien avec tout ce qui a été impliqué au travers de cette conversation, en lien avec la sécurité au niveau de l'IA, les points qui ont ressorti pour moi de mon côté là, en écoutant les deux autres porte-paroles, ce n'est pas juste la technologie, c'est aussi l'expérience en tant que telle au niveau de réduire les incertitudes pour améliorer les prises de décision et améliorer les soins en tant que tels. Donc, ça avait été mentionné dans l'intro. Tout ça, là, ça se passe au niveau des individus. Et souvent, on se fait dire que l'IA ne fonctionne juste tant et aussi longtemps que ça travaille pour les individus. Donc, il y a des fois des principes de décision individuelle qui pourraient être pris en considération. C'est sûr, nous parlons ici de la responsabilisation au niveau de l'IA et l'éthicalité de la chose. Alors, ici, essayer de comprendre là, le pourquoi c'est important. Et chez Vector, nous sentons que nous travaillons pas nécessairement en silo, là. Donc, si nous passons à la prochaine diapo et nous allons demander à l'audience, qu'est-ce que ça veut dire, là? Qu'est-ce que l'IA veut dire pour vous? Pour certains, ce serait peut-être la sécurité, d'autres des biais cognitifs peut-être, il y en a d'autres, c'est l'aspect de confiance, la transparence. Et toutes ces perspectives sont véridiques. Donc, la technologie a un impact sur tous et chacun de manière différente. Alors, si nous pouvons prendre 15-20 secondes pour émettre vos questions, vos réponses là, en lien avec ces questions ici, là, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'IA? Et par la suite, oui, peut-être je pourrais partager le micro avec Angela, qui agit comme modératrice là, de la section clavartage. Alors, présentement, il n'y a pas de réponse encore. Alors, est-ce qu'on parle de la santé, la sécurité, l'éthicalité, la confiance? Est-ce que, en fait, la section de clavartage est peut-être non active? Ah, voilà. Alors, je lis, en fait, de mon côté, toutes ces réponses et la majorité d'entre elles sont véridiques. Si nous passons à la prochaine diapo, nous allons mentionner qu'avec Vector, chez Vector, là, nous prenons en considération toutes ces questions et nous voulons déployer là, les systèmes d'IA et les déployer de manière éthique, véridique, en confiance. Alors, ça viendrait vraiment établir là, les cycles de vie de nos solutions. Et je crois que c'est vraiment important de les mentionner ici alors que nous implantons l'IA de plus en plus fréquemment dans notre quotidien et nous voulons concevoir ces solutions pour prévenir là, quelconque danger ou dommage sur la vie privée ou des êtres humains. Donc voilà, on parle ici les principes de confiance, de sécurité, que l'IA devrait bénéficier aux personnes et à la planète en tant que telle, que les systèmes de l'IA devraient être conçus en ayant des valeurs démocratiques. Les systèmes devraient respecter aussi l'équilibre entre la vie privée et la sécurité des individus. Nous voulons aussi prendre en considération la robustesse, la sécurité et la sécurité, encore une fois, au travers des cycles d'implantation de l'IA, ces systèmes devraient être capables d'être monitorés et inclure une responsabilisation au niveau de leur utilisation. Et les organisations devraient être tenues responsables de des lois, des principes légaux ou législatifs là, dans chacune des jurisprudences. Donc voilà, dans la prochaine diapo, nous avons parlé l'élément humain au niveau de l'IA et nous parlions des besoins humains. Et si nous avions essayé de comprendre si l'approche, la raison pour laquelle nous concevons notre IA, c'est vraiment en passant là, aux personnes en premier lieu, aux individus. Et avec Vector, nous impliquons notre communauté
pour amener ce changement de perspective, pour s'assurer que nous concevons l'IA en ayant l'humain en tête, là. Souvent, nous essayons peut-être de prendre en considération comment est-ce que nous pourrions utiliser l'IA pour résoudre certains problèmes. Et alors que, comme nous posons peut-être la question, comment est-ce que l'IA pourrait résoudre ce problème de manière vraiment créative au lieu de regarder le problème en tant que tel? Donc, voilà. Donc, si nous passons à la prochaine diapo, lorsque nous développons des modèles, nous devons se poser des questions qui sont importantes ou impactantes. Comment est-ce que nous pourrions construire, résoudre ces problèmes ici? Comment est-ce que c'est réaliste ici? Quelles sont les métriques du succès? Comment est-ce que nous savons que nous avons atteint nos objectifs? Et comment est-ce que nos produits IA pourraient échouer à certains points? Nous voulons nous assurer de réduire les risques et de s'assurer de l'adoption et de l'implantation de nos solutions. Alors, c'est un peu une étude ici qui a été conçue en lien avec Kids Help Phone, donc une IA qui a été développée là, pour des interactions avec les jeunes. Et peut-être certains d'entre vous connaissent Kids Help Phone. C'est une organisation qui a une application de clavardage pour les jeunes partout au Canada qui ferait face à des besoins, là, des crises, que ce soit de santé mentale, existentielle ou peu importe. Donc, nous pouvons voir ici des études de cas. Il y a eu environ, là, entre 2018 et 2023, il y a eu 700 000 conversations. Ouais, il y avait 340 000 jeunes qui avaient fait appel à cette application et il y avait plus de 8 000 conseillers qui l'utilisaient aussi. Et ces données sont probablement surdatées ou post-datées, là, alors qu'il y en a de plus en plus encore. Et nous avions au tout début, la question était ici, comment est-ce que nous pourrions augmenter les capacités morales de nos conseillers bénévoles? Et je crois que notre étude de cas a démontré que les jeunes voulaient vraiment trouver une manière de s'exprimer en utilisant leurs propres mots. Et les conseillers, de leur côté, voulaient arriver à soutenir et à prévenir les besoins de la jeunesse sans avoir nécessairement des formations, une éducation clinique. Donc, les conseillers voulaient passer moins de temps sur les tâches administratives. Alors, ensemble, les organisations ont fait du brainstorming pour faire en sorte que ces jeunes apprennent à utiliser leurs propres mots au travers des transcripts. Et avec cette IA générative, nous étions capables de répondre au sondage par la suite sans avoir besoin nécessairement de cette expérience clinique. Et ces sondages avaient mis en évidence là, vraiment les problématiques que nos jeunes et que nos conseillers faisaient face et ça nous avait permis d'offrir un meilleur soutien. Nous avons identifié les thèmes sans remplacer le jugement critique et l'équilibre de tout ça, là, c'était vraiment l'implantation de l'IA et de la mettre en action. Et ces exemples démontrent que l'IA responsable là, est très importante et les principes de santé ou de sécurité que nous avons mentionnés un peu plus tôt, ça vient le démontrer ici. L'IA peut être vraiment au service de l'individu et amener un vent d'expertise pour présenter des solutions depuis le début. Alors, c'est un très bon exemple de démontrer que l'humain peut être au centre de l'implantation technologique de l'IA. Voilà. Donc, c'est un autre point pour mentionner que nous avons tous un rôle pour façonner l'adoption de nos solutions et ça démontre que nos systèmes peuvent être utilisés pour gouverner, pour être ou utilisés là, et qu'il y a place à une croissance. Donc, voilà. Donc, peut-être que ce serait le bon temps pour poser des questions. Donc, voilà, encore une fois, merci à tous les panélistes. Là, nous avons tellement condensé notre information. Alors, j'aimerais laisser un peu de temps pour les questions. Je veux vraiment, je crois que tout le monde a été très patient et que nous attendions tous. Alors, Stan, je crois que je vais peut-être pas bien prononcer ton nom, mais tu peux enlever ton mode sourdine et t'exprimer à nos panélistes, là. Ostan, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux enlever ton mode sourdine? Oui, voilà. Oui, merci tellement pour m'offrir l'opportunité
accrédité. Alors, le webinaire est vraiment rempli d'informations valables ou de grande valeur. Alors, ma question est, est-ce qu'il y a des professionnels qui sont dits accrédités au niveau de la supervision ou la conception des programmes d'IA, là? En fait, accrédités, là, il y a des questions? Est-ce qu'il y a certains de nos panélistes qui veulent répondre ici? Est-ce que nous pourrions tout simplement répéter la question, s'il vous plaît? Y a-t-il, en fait, c'est la question, est-ce qu'il y a des programmes accrédités en lien avec l'IA que les personnes pourraient prendre ou suivre? Là, voilà. Oui, en fait, il y a T-CAREM, qui est un programme d'accréditation ou un certificat en santé et IA. Je sais qu'il y en a un pour les professionnels du domaine de la santé. Il y en a aussi un pour la population en général. Et je vais faire une recherche pour le lien et le mettre dans la section de clavardage. Je ne sais pas s'il y a d'autres de mes collègues qui peuvent faire parvenir des réponses ici. Il y a tous les autres collègues qui apparaissent à l'écran. Et donc, pour les programmes accrédités, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Alors, nous allons passer. Angela, tu attendais avec tellement de questions. Il y a 29 questions. Alors, passons les quelques questions. Essayons de passer le plus possible. Et nous allons lever les mains le plus rapidement possible. Alors, ici, il y en a une très intéressante. La question est, sous la jurisprudence canadienne, si l'IA viendrait diagnostiquer ou faire des erreurs lors du diagnostic, est-ce que ça serait, il y aurait des répercussions au niveau de l'institut médical, en fait, ou des développeurs de logiciels? Alors, je pourrais commencer ici. C'est une question très intéressante. Je n'ai pas une voie définitive et une finalité ici. Alors, faites votre propre recherche ici. C'est un environnement qui est en plein changement ici, mais de ma perspective, là, de ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas eu de litige encore en lien avec cette question. La majorité des unités, donc la Dissociation canadienne de la santé, remet la faute sur l'Institut de la santé. Ce serait eux qui seraient responsables de l'utilisation de l'IA ici. Donc, et la responsabilité, ce serait que dans l'événement que quelque chose ne serait pas conforme et qu'il y ait peut-être des actions légales ou des recours légaux là, par la suite, ce serait leur responsabilité, alors que ces personnes auraient utilisé peut-être des outils sans prendre en considération la gestion des risques potentiels. Donc, ça serait à eux de prendre en charge la responsabilité ici. Je sais par contre que c'est une question qui est en constante évolution dans le domaine de la santé, au niveau des infirmières aussi. Je sais qu'il y a des documents qui ressurgissent constamment, là, qui sont constamment en changement aussi, en évolution. Voilà. Donc, voilà. Je sais, Robin, il y avait une autre question peut-être à mentionner. Oui. Alors, je suis curieuse ici, lorsque nous parlons des cliniciens ou des professionnels physiciens dans cet environnement, il mentionnait aussi des aptitudes à peut-être déceler le cancer. Est-ce que ce sont des outils qui sont utilisés de manière régulière et de garder là les humains là, à l'affût de ces tendances-là? Qu'en pensez-vous ici? C'est une question assez, encore une fois. Oui, j'écrivais là, j'étais en train d'écrire, de garder l'humain là dans le cycle de réponse aussi, in the loop. Juste en général, je crois que beaucoup de ce qui est demandé dans la session de clavardage, alors il y a les chatbots, donc les robots de clavardage là, qui sont quasi indépendants dorénavant pour les principes de décision. Ici, ça viendrait mettre en l'emphase là sur de garder là, les humains à l'affût là, des. Il y a aussi le fait de peut-être établir les principes de risque, là, établir les risques lorsque nous parlons d'augmenter ces composantes et de garder les êtres humains à l'affût là, de qu'est-ce qui se passe. Je crois que. Oui, alors je voulais juste peut-être ajouter quelque chose. Alors, il y a un point très important ici qui doit être mis au principe éducatif, éducationnel. C'est sûr, on parle souvent que comment est-ce que l'IA va modifier ou impacter la société dans le domaine de la santé, par exemple, au niveau des professionnels de la santé qui l'utiliseraient. Mais il y a aussi les processus sous-jacents comme comment est-ce que nous utilisons l'IA de manière générale
avec la pensée critique, nous devons prendre en considération là, comment est-ce que les machines pourraient être utilisées dans notre travail quotidiennement. Et je pense que nous devons nous poser ces questions-là en général dans notre société. Comment est-ce que nous utilisons l'IA dans notre quotidien? Est-ce que ça impacte notre manière de penser, notre pensée critique? Et je peux imaginer là, différentes histoires ici là, qui pourraient ressurgir. Et comment est-ce que nous implantons l'IA dans nos domaines respectifs? Et bien sûr, oui, il pourrait nous rendre plus rapides, mais il y a une certaine transition, là, la réalité de la chose, là, c'est comme nous passons dans un autre cycle de mode de travail ici. Alors, de mon côté, je fais toujours un retour, là, j'utilise toujours cet exemple en lien avec les voitures, les automobiles. La manière dont nous utilisons nos moyens de transport, auparavant, il n'y avait pas de routes pavées, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, il n'y avait pas de coussins gonflables dans les voitures, mais nous avons établi ces barèmes et ces outils par la suite. Et pas seulement à ce que nous construisons des règles ou des réglementations, nous avons dorénavant là, des parties tierces qui vient impacter la réglementation. Donc, là, que ce soit la société, le gouvernement, tout le monde, dorénavant, doit respecter ces lois et tout le monde a cette responsabilité au niveau. Donc, dorénavant, il y a les concepteurs, l'utilisateur, la gouvernance, tous et chacun a leur mot à dire dorénavant. Et c'est là où nous en sommes au niveau de ces principes. Nous entamons ces conversations au niveau du partage, de la responsabilisation de la gouvernance. Est-ce que nous avons besoin d'un ministère de l'IA avec de la même manière que nous avons des ministères du transport, etc.? Je ne sais pas si c'est une question qui va ressurgir l'année prochaine. Alors, c'est une très bonne manière de terminer notre conversation. Je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup d'autres questions et peut-être devrions-nous prendre le temps de refaire une séance comme celle-ci, peut-être pas l'année prochaine, là, mais le plus tôt possible. Et je voulais, par exemple, prendre le temps de remercier nos panélistes pour la conversation intéressante que nous avons eue et les personnes qui ont eu la chance de participer activement. Et si certains d'entre vous sont motivés d'apprendre davantage au lien avec ce qui se passe dans le domaine de l'IA, il y a des formations dans les principes d'apprentissage intelligent. Vous pouvez attendre, là, il y aura un code QR qui va être partagé avec vous. Nous sommes toujours ouverts là, aux commentaires, aux critiques en lien avec les prochains webinaires et vous allez recevoir dans une semaine là, un courriel avec la séance enregistrée d'aujourd'hui. Nous allons être de retour le 5 mars 2026 là, au niveau des opportunités en or et du tsunami d'Igri, Great Tsunami, au niveau du bien-être à long terme là, au Canada. Encore une fois, sortez vos appareils intelligents et regardez, il y a les codes QR, il y aura un podcast aussi qui sera partagé, il y a des formations en lien avec l'IA et il y aura un lien pour que vous puissiez vous joindre à notre prochaine rencontre là, le 5 mars 2026. Alors voilà.